Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au verger pour voir l'évolution des plantes et aussi pour décrocher les cabanes à oiseaux pour regarder si elles ont été occupées et je n'ai pas été déçu. Juste avant de monter au verger, je me suis arrêté au jardin pour faire un petit tour, voir comment ça avançait, aussi défaire toutes les fleurs qui commençaient à monter en semences. Et je suis assez content parce que ça a continué un peu à monter. J'ai eu 2-3 surprises dans mes rangs. Et donc je vais juste vous faire un petit tour vite fait. Alors déjà, on voit que les pieds de haricots, ils aiment bien les tuteurs, ce qui est déjà cool. Voilà. Bon, ils aiment bien aussi monter sur les plantes qui sont à côté. Mais bon, ça c'est normal. Mais c'est surtout de l'autre côté là-bas que j'ai vu quelque chose qui m'a un peu fait rire. C'était sur ce rang-là. Bon, déjà, il y a des beaux tournesols qui ont levé. Ça c'est vraiment pas mal. Tac. Et les bourdons, ils sont après. Hein. Ils aiment ça, le pollen de tournesol. Hop, c'est ça que j'ai vu qui m'a fait rire. C'est un haricot. Au lieu de monter sur son tuteur, il monte sur le maïs qui est en face. Ça, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Enfin bon. Voilà, c'était un peu le petit tour du jardin pour vous montrer comment ça avance. Là, on a eu un peu de pluie. J'espère que ça va faire un peu de bien. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Une année très sèche, très compliquée. Normalement, je vais vous reprendre au verger. Bon, nous y voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais déjà venir vous faire un petit tour du verger, vous montrer un peu l'évolution des plantes qu'il y a eu avec les précédentes vidéos. Puis j'ai aussi 2-3 petites tâches à faire ici. Notamment, je vais aller décrocher les cabanes à oiseaux. Et on a aussi un petit problème d'infestation de nuisibles qu'il va falloir traiter. Ça va être la partie compliquée. On a ici les baies de goji. Les fleurs vont donner des fruits là, comme sur ma main. Et voilà, donc ensuite, les fruits vont tourner au rouge ici. Voilà. Et après, ça sera normalement mangeable. Alors, moi je dis pas comestible parce que personnellement, je trouve pas ça bon. Après, c'est peut-être là, j'ai pas pris une bonne variété. Du côté des pommiers, cette année, on était un peu plus gâtés parce que celui-là, c'est un pommier. J'ai plus la variété. Si je l'ai, je vous la mettrai sur le montage. Et donc, ce pommier-là, normalement, c'est ce pommier qui a atteint de la moniliose. Et donc, franchement, bon, mon père en a retiré beaucoup des pommes malades. Hein. Là, il y en a eu beaucoup de retirés de pommes malades. Mais il est quand même moins atteint que l'année dernière. Donc, moi, avant que je commence de faire les vidéos, je l'avais pulvérisé du purin d'ortie et de la décoction de prêle. Je lui avais mis ça. Voilà. Après, est-ce que les pieds de réfort au bas, qui sont d'ailleurs en moyen état, ont aussi aidé? Techniquement, ils sont censés, donc peut-être que ça a aussi joué. Franchement, c'est peut-être plurifactoriel, comme on dirait dans le milieu. Là, on a un lilatine. Donc, il a déjà fleuri cette année, mais il est encore en train de refaire des fleurs. Alors, je me souvenais même pas que les lilatines refaisaient des fleurs. Mais là, comme on peut le voir, il est en train de refleurir. Donc, c'est cool. Petit lilatine, voilà. Ensuite, je vais faire toute la haie qui est là. Et puis après, on va attaquer les fruitiers. Donc, ça, c'est, si je dis pas de bêtises, je confonds tout le temps, c'est des arbutus. Ils ont donné des petites baies, mais c'est quasiment
c'est peanut en fait. Ils sont trop petits pour donner beaucoup de baies. Faut qu'ils poussent et ils sont pas motivés. Donc bah, je vais voir ce qu'ils donnent, mais ils sont censés vraiment grandir et en fait remplacer la haie ici qui avant venait presque jusque là quoi. On a retiré au moins 4 bons mètres de haie. Ça fait pas beau, faut la tailler. Autant mettre des arbres qui peuvent produire à la place ici, sachant qu'on fait rien là sur cette zone ici. Donc si on peut faire coupe-vent et de la production de fruits, ça serait vraiment excellent. Donc voilà. D'ailleurs j'ai vu que celui-là qui a déjà fleuri cette année est en train de refleurir. Ce qui est bah, pourquoi pas. Je savais pas non plus qu'il faisait 2 floraisons, mais s'il a décidé qu'il en ferait ainsi, bah, il n'a pas de souci, hein, moi je le laisse faire. Mais bon, c'est pas avec 3 fleurs qu'on va avoir des millions de fruits. Ici, on doit avoir les arbousiers maintenant. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Je confonds à chaque fois, donc voilà, ça, voilà. Qui sont en train de préparer leurs fleurs, qui a une floraison assez tardive. Mais je suis content parce qu'ils grandissent. Franchement, ils font leur petite vie, ils sont pas pressés, mais ils la font. On voit bien que celui-là, par exemple, les bois de l'année, là, enfin je sais pas si on dit bois pour cet arbre-là, mais ils sont quand même relativement grands. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On voit aussi que là, les trucs là, c'est des fleurs, en fait, c'est des futures fleurs. Donc celui-là, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique. Il donne des fruits sur la 2e année. C'est un peu compliqué. Normalement, on va prendre un pommier, par exemple. Le pommier, il va fleurir, il va être pollinisé. Et le fruit viendra à la fin de l'année. Bah, celui-là, il va être pollinisé. Enfin, il va fleurir, il va être pollinisé. Et une fois qu'il va être pollinisé, les fruits viendront, pas l'année là, mais l'année d'après. Donc il portera des fruits et des fleurs en même temps, puisqu'il portera les fruits de l'année passée et les fleurs de l'année présente. Bah c'est un peu compliqué, celui-là il fait pas comme les autres. Mais bon, moi j'ai envie de regarder, j'ai vu, oh, c'est sympa. Ça fait un feuillage persistant en plus. Alors ils me font des trucs bizarres ces arbres là, je ne sais pas pourquoi. Parce que des fois les feuilles deviennent toutes jaunes comme là, voilà, elles tombent. Là on voit il y a plein de feuilles par terre, ben, c'est les siennes. Et ensuite il refait de belles feuilles vertes au milieu de la saison. Donc en fait lui, soit il a un problème ici, il se plaît pas tant que ça et voilà. Soit il fait comme il veut et il fait pas comme les autres. Donc pourquoi pas. Donc j'en ai 2, celui-là il est un peu plus petit que l'autre, mais je pense que les deux vont... Ils grandissent quand même à leur rythme, mais ils grandissent, donc c'est cool. On a 5 myrtillers et on a un groseillier macrola et un autre groseillier macrola, donc ça fait 2 si je fais compter. Mais ça c'est pareil, c'est compliqué. Donc les myrtillers, eux, bah, ils ont rien fait. Je pense que personnellement ils sont foutus. J'espère pas, mais le myrtiller, si on ne le met pas dans un endroit où le sol lui convient, bah, comme tous les arbres en fait, comme toutes les plantes, mais le myrtille en particulier, s'il n'est pas mis à un endroit que ça lui convient, il va crever. C'est simple, il va crever. Il n'y a pas chercher midi à 14 h. Dès qu'il va, vous avez beau essayer de mettre de la terre calcaire ou quoi, de la terre acide, dès qu'il va tomber sur du calcaire, il va se mettre à crever. Voilà. Donc là c'est pareil, les groseilliers à macro, eux, ça va. Ils se plaisent bien, ils ont fleuri, ils ont fait des fruits, donc c'est vraiment cool. Bon par contre, bon, la variété que j'ai, ils ont de ces épines, c'est quand même un peu violent. Quand on les cueille, ça pique quoi. Pas bon. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a encore des fruits. Voilà pour bah, tous les myrtilles, il n'y en a aucun qui a fait des fruits. Donc est-ce que c'est normal pour les premières années? Je ne sais pas. Ce que je sais moi c'est que je mets déjà du paillage. C'est du tuya broyé justement que je mets parce que le tuya a une tendance à acidifier les sols. Bah, c'est pas vraiment le tuya, c'est les bactéries qui accompagnent le tuya. Mais je pense que si on met un paillage, ça aide aussi à acidifier la surface du sol, donc un peu la profondeur, même si ça doit être vraiment pas grand chose. Mais bon voilà, ça, j'ai essayé de faire comme ça. Bah si ça marche pas, c'est tout, hein, je les retirerai puis on mettra autre chose à la place. Mais voilà, bon au moins on aura essayé quoi. Donc maintenant on va commencer aussi à aller voir tout ce qui est fruitier. Donc les fruitiers, on a le seul poirier du verger qui est vraiment, mais alors
Je pense que c'est une des seules fois où on a eu autant de poires. Cette année, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que c'est un peu Hunger Games les poires, c'est-à-dire que à la fin, il n'en restera qu'une. Mais il y a quand même des belles poires. Moi, j'adore les poires. Mais le problème, c'est que ici, c'est vraiment pas une terre à poires, parce que les poires, alors dites-le moi en commentaire, mais on m'a dit, j'ai déjà fait d'une pépinière, que les poiriers détestent les sols calcaires et caillouteux. Choses qui sont ici normales. Des cailloux, il y en a tous les 2 cm. Là, on a le petit poirier. Le petit poirier qui est, lui, totalement... il vit pas, il crève pas, il est entre les deux. Non, celui-là, il a eu des problèmes. Hein. Celui-là, il a du mal. Hein. Il a du mal. Il fait des fleurs. Enfin, il a fait des fleurs. Il a fait des feuilles. Les fleurs sont tombées. Les feuilles sont tombées. Il n'a pas fait de fruits. Bon, ça, c'est pas grave, c'est normal. Mais voilà. Il aime pas être ici. Je sais pas. Ou alors, quand on l'a planté, il y avait énormément plu. La terre, c'était de la vraie gadoue. Si ça se trouve, ça fait comme du béton. Donc, on sait pas. C'est pareil, tout du long de la clôture, on a les pois de senteur qui ont fleuri. Et je vais justement les récolter les semences après. Donc normalement les pois de senteur, ça fait ça, des petites fleurs comme ça. Et ça grimpe sur la clôture, comme on peut le voir là. Ici. Ça va dans la clôture et voilà, ça fait comme des gousses de haricots, on dirait. C'est vraiment marrant. Et donc à mon avis dedans, c'est les mêmes graines que j'ai plantées, c'est-à-dire des graines rondes. Voilà, on a le pommier. Bon, pareil, tout ce qui est les noms, j'oblige toujours. Celle-là, je crois que c'est des pommes Goliath. Donc c'est des pommes, très grosses pommes, très gros calibre. Parfait, celle-là c'est des pommes à compote, pommes à tarte. C'est vraiment incroyable ça. Moi qui adore manger de la compote comme un enfant de 8 ans. Là, la bonne compote fait avec des pommes comme ça va tout seul. Donc voilà, ça fait des grosses pommes. Hein. Voilà, ça fait la taille de ma main et j'ai pas des mains d'enfant. Voilà, le problème c'est que elles sont remplies de carpocaps, comme on peut le voir là. La pomme, il y a des trous d'entrée partout dans les pommes. Donc elles vont être véreuses à gogo. Même si j'ai mis des pièges, mais il y a des trucs dans les pièges, mais je pense qu'il y a tellement de carpocaps que en fait j'ai pas assez mis de pièges. J'aurais dû en mettre le double au moins pour avoir de bons résultats. Là on a tout ce qu'on avait planté, donc c'est incroyable parce que tout ça, les gros nénuphars là, on dirait, enfin nénuphars, c'est pas des nénuphars hein, mais c'est des roses trémières, ils se sont fait bouffer par les limaces et les voilà quelques mois plus tard, et ils ont vraiment bien l'air de se plaire. Franchement, je suis assez épaté. Donc, il faudra que je m'en occupe. Bon, là, c'est pas l'actualité du jour, mais voilà, on a les amarantes rouges qui, pareil, se plaisent un peu. Voilà, on a un sauterelle bleuet là, qui, pareil, se plaît un peu. Bon, après, de toute façon, franchement, je sais pas si je vais refaire l'expérience, mais on verra. Là, on a aussi un pommier. Je crois que c'est des pommiers beurre de Clergeau, un truc comme ça. Donc pareil, il a fait des fruits. Alors celui-là, ça va faire 2 ans qu'il est là, il fait des fruits. Lui, il est incroyable. Il est incroyable ce pommier. La première année, il vit sa petite vie, puis ensuite, tiens, je vais faire des pommes. Ah d'accord, fais des pommes, hein. Écoute, ici, nous, c'est vrai que autant les poiriers, c'est pas leur domaine, mais ici, les pommes, c'est une passion, quoi. Voilà, la preuve en image, un pommier qui se plaît. Voilà. Donc celles-là, sont toujours très petites, c'est des toutes petites pommes, mais il en est couvert de pommes. Donc ça, c'est cool. Nous, on est, enfin surtout mon père adore les pommes. Moi, je les mange plus en dessert ou en gelée ou en compote.
Mais c'est vrai que voilà, il y a de la pomme. Bon là il y a l'entrée. L'entrée, on a des beaux tournesols. Ils sont jolis même si là bon ils sont un peu passés. Le temps est un peu venu pour eux de laisser place à la nouvelle génération. Là il y a encore des nouvelles fleurs qui sortent, mais c'est les dernières. Après il va monter en semence, enfin quoique. Là il est encore en train de vouloir faire des têtes. Celle-là c'est peut-être une variété un peu plus tardive. Et c'est marrant parce que j'ai vu des insectes cool comme l'araignée crabe. Donc l'araignée crabe, pour ceux qui savent pas, c'est une araignée. En tout cas je sais qu'il y a certaines espèces d'araignées crabes. Elles se mettent sur les pétales de fleurs. Et en fait elles peuvent changer leur couleur pour la couleur de la fleur. Et en fait dès qu'il y a une abeille, un insecte qui vient, elle l'attrape et elle le mange. Elle tisse pas de toile, mais elle se confond avec la couleur de la fleur. Et elle vit sa vie d'araignée sur la fleur. C'est incroyable. On a l'autre vigne du chasse-la-rose qui, elle, comme on peut le voir ici, est en train de faire une grappe. Donc c'est cool. Franchement, je suis content. On peut le voir là, il est en train de grimper. Il grimpe à la clôture. Donc ça, c'est pareil, c'est cool. C'est pour ça que c'était un peu mon expérience. Je voulais voir comment ça poussait. Les maïs, les tournesols et les tomates, amarantes, pimprenelles, voilà. Tutti quanti devant le rucher, chose qu'on avait plantée il y a un moment déjà. Je sais plus dans quel épisode. De toute façon, je vous le mettrai dans les fiches. Et il y a la playlist qui est disponible sur YouTube. Voilà, donc celles-là, elles sont en train de fleurir. Normalement, c'est des géants, je crois, ceux-là. Tournesols géants, ils sont censés vraiment monter haut, mais bon, là pour l'instant, ils n'ont pas l'air décidés. Les maïs, pareil, qui sont un peu... je pense qu'il faut du sol vraiment meuble pour les maïs. Mais par contre, les tomates qui les accompagnent, donc c'est beaucoup des tomates cerises. Celle-là, c'est un pied de tomate cerise. Derrière, je crois que c'est des tomates cerises. Enfin, il est un peu moyen. Celle-là, c'est des tomates allongées. Voilà. Là derrière, c'est... on sait pas. Il n'y a pas de fleurs. Celle-là, il n'y a pas de... Enfin si, celle-là, c'est des tomates cerises. On peut le voir. Tomates cerises. Celle-là, on sait pas. Tomates cerises là. Tomates cerises. Tomates cerises. Celle-là, c'est peut-être des allongées. Vu comment sont mis les fleurs. Et celle-là, c'est des tomates cerises aussi. Ouais, en gros, il n'y a que des tomates cerises. Donc, en fait, tous les plants de tomates que j'ai eu par... c'était pas voulu de les avoir, mais je les ai eu, donc je vais pas me plaindre. Mais le problème, c'est que c'est que des tomates cerises. Ce qui n'est pas terrible quand on est comme ma mère et qu'on veut faire des sauces tomates, etc. Enfin bon. Voilà. Par contre, les tournesols, franchement, ils sont beaux ici. Ils sont beaux. Ils sont très beaux aussi chez moi. J'en ai mis à l'arrière de mon jardin. Ils sont très beaux vu que mon père les arrose, il s'en occupe. Donc voilà. Donc c'est cool. On a de beaux tournesols ici. Voilà. Ici, le projet qui a foiré. Franchement, ici, c'était un projet où je voulais essayer la Centropie. Bon, je savais que ça commençait mal quand j'avais aucune des plantes. Bon, bah, ça n'a pas spécialement marché. Parce qu'au final, j'ai eu quand même aussi, de mon côté, une mauvaise année. Entre les pucerons, la maladie, pas d'eau. Donc bon, bah, au bout d'un moment, on peut pas faire ce qu'on veut. Ah, on a de la paprenelle là qui est en train de fleurir, c'est cool. Voilà. Mais sinon, on a du coup bah, les framboisiers qui ont fait leur vie. Le mûrier qui a fleuri, que je m'occupe pas. Parce qu'en fait, je vais le couper ce mûrier là. Je vais absolument le couper parce que bah il est pas bon. On a goûté les mûres, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que les mûres sont acides à un point où en fait bah, elles sont immangeables. Ah vraiment, j'ai mis des mûres là-bas devant ma caméra de chasse.
Et en fait, aucune bestiole ne les a mangés. Aucune. Pourtant, il y a des renards, il y a des blaireaux. En fait, il y a plein d'animaux qui mangent des fruits, mais non, ils ne les ont pas mangés. Ce qui est très certainement un signe que elles sont pas bonnes. Mais bon, heureusement, on a l'autre mûrier qui n'est pas la même variété. Qui, celui-là, je pense, est un vrai mûrier de mûr, si on peut dire, parce que là, on peut le voir. Il est en train de faire les fruits en même temps que les mûriers sauvages. Enfin, que les ronces, du coup, techniquement. Et bah, c'est vraiment cool, parce que, à mon avis, celle-là va être bonne. J'espère qu'elle va être bonne. Mais on verra. Et donc, on a les framboisiers qui, eux, sont en train de grandir petit à petit. Il faudra que j'en remette un de l'autre côté. Il y a 2-3 plantes qui donnent un peu de courage. Il y a la bourrache, il y a des trucs comme ça. Bon. Les soucis aussi, on fait des fleurs. La lavande est en train de faire un peu des trucs, mais bon. Quoi qu'il en soit, cette zone-là, c'était un test. Il faudra que je réessaye l'année prochaine. Mais là, à l'état actuel des choses, je ne peux rien en tirer. Après, c'est compliqué ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre aussi. Donc je commence à faire un truc qui n'est pas terrible. C'est-à-dire cultiver sur une zone où il n'y a pas de terre. Donc peut-être qu'il faudrait que je trouve des plantes qui supportent d'avoir des racines moins grandes. Voilà. Parce qu'on a quand même... Là, il y a un maïs qui a survécu. Mais bon, le maïs, il fait 1m10, quoi. Enfin, il fait même pas 1 m, en fait. Il fait 60 cm, un truc comme ça. Donc bon. On va y aller tout doucement. Parce que quand je vais ouvrir, ça va sortir. Voilà. J'ai déjà vu une ou deux sortir. On les voit là. Elles sortent de la ruche là. Juste avant il y en a une verte. Elle sort de celle juste à côté. Celle en bois là, la deuxième en bois. Ça vole fort. Donc faut que j'arrive à tout sortir sans me faire... Ouh, ça c'est un frelon ça par contre. Ça c'est un peu moins... Que je sorte tout sans me faire éclater. Première étape. Et deuxièmement que je les éclate sans qu'elles m'éclatent. Ça fait beaucoup de conditionnel. Hein. Je vous cache pas. Bon, je vais déjà au moins essayer de sortir l'échelle. Bon, je vais me mettre la vareuse quand même, parce que me faire piquer sur les bras c'est une chose, mais me faire piquer sur la tête c'est autre chose. Je vais déjà sortir l'échelle et décrocher mes cabanes sans me faire piquer. Voilà, je vais déjà aller décrocher hop, mes cabanes, et puis voilà. Alors je viens de voir un truc que je ne voulais pas qu'il arrive. Et là ce que je vois c'est terrible. Attendez, avec le téléphone je vais vous le mettre. Parce que là, dans le nid, là en fait il y a une colonie de frelons européens dans ma cabane à oiseaux. Oh ben Dieu. Ah je suis vraiment là c'est terrible. Ah là là. Ouais. C'est tout de suite quelque chose que j'ai moins envie de faire. Et alors eux par contre ils sont un peu moins copains. C'est-à-dire que là j'ai tout de suite moins envie de le faire que les guêpes. Mais là, ça, il y a quand même du monde. Hein. Ça fait de l'aller-retour. Hein. Là, c'est, à mon avis, ça doit être pas mal plein là-dedans. Purée. Moi, je voulais des oiseaux, pas des frelons. Mais ouais, là, à mon avis, là-dedans, il doit y avoir du monde. Hein. Bon, bah, on va aller vers les autres. Hein. Bon, maintenant, il faut espérer que celle-ci, il n'y ait pas non plus de bébêtes dedans. Bon, s'il y avait des frelons asiatiques, déjà, ce que je me dis, c'est que mes pièges, je les aurais chopés. Ce qui est déjà une bonne chose.
il y a des pinces-oreilles dans la corde. Et voilà, donc là en fait, là ils étaient en train de faire un nid. Ça c'est un nid de pince-oreille. Avec des œufs de pince-oreille. Bon, celle-là, je sais pas si elle était habitée. Bon, maintenant, c'est à moi de ne pas tomber. Ok, bon. Déjà une de faite. Alors comment savoir s'il y a des frelons dans un nid? Déjà observez s'il y a des allers-retours d'insectes. Si vous voyez que ça... comme sur l'autre. Là, par exemple, il n'y en a pas. Deuxièmement, c'est peut-être des Européens, des Asiatiques. Donc là, vous prenez un bâton. Et vous observez. Si quelque chose sort, préparez-vous à courir. Si rien ne sort, normalement, c'est que c'est bon. Celui-là est bon. Bon, je présume tout du moins. L'autre là-bas, je présume moins. Le truc qu'il y a, c'est que là, si je me fais piquer par ça, avec la chance que j'ai, je vais faire un choc anaphylactique et ça va mal se finir. Parce que autant les guêpes, ça peut être dangereux, autant les frelons, c'est pas que ça peut, c'est que c'est sûr que c'est dangereux. Tous les ans, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Tous les ans, il y a des gens qui meurent à cause des frelons, justement, des attaques de frelons. Bon, en ce moment, on entend beaucoup parler des attaques de frelons asiatiques. Mais c'est la même chose pour les frelons européens. Ça tue tout autant. Ok, maintenant, je peux couper. Hop, voilà. Et je peux tirer la corde. Ça, il y a toujours une colonie de bestioles pile derrière là où vous êtes. Dans mon cas, c'est des fourmis. Bon. Est-ce que je préfère les fourmis que les frelons? La réponse est oui. Hein. Si certains se demandent. Bon, en vrai, dans mon malheur des frelons, j'ai eu de la chance. Parce que si ça aurait été ce nid-là qui aurait été rempli de frelons, ça aurait été plus chiant. Parce que celui-là, pour l'atteindre, c'est compliqué. Alors que l'autre, je peux l'atteindre en étant du sol. Ce qui est quand même une bonne chose. Bon, je vais quand même les ouvrir ici, savoir ce qu'il y avait dedans. S'il y a eu des nids ou pas. Ça permettra de savoir un peu ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Donc ça, normalement, c'est un design pour plusieurs oiseaux déjà, celle-là. Ok. Tac. Avec l'entrée comme ça, la grande entrée. C'est pour mettre plusieurs types d'oiseaux. Et à mon avis, non. Il n'y a pas eu d'oiseau qui allait dedans. Parce qu'il y aurait un oiseau qui aurait voulu couver. Il aurait justement bougé le paillage comme ça. Et il aurait fait un petit trou rond pour y déposer ses œufs. Donc là, il n'y en a pas eu. Donc ça veut dire que non, celui-là, aucun oiseau ne s'y intéressait. Alors est-ce que c'est parce que
Parce que... non, même pas. Là, on est fin juillet. On est 24 juillet. Donc, c'est même pas une question que les oiseaux n'auraient pas eu le temps. Là, normalement, c'est pour les bergeronnettes, je crois. Ok. Bah, celui-là, il y a des œufs. Il y a des œufs dedans. Il y a des œufs dedans. Bon. Bah, là, je ne sais pas quoi faire. Hein. Il y a des tout petits œufs dedans. Bon, bah, ça, je vais le balancer dans le tas de compost là-haut. C'est vraiment dommage. Parce que je sais que celui-là, celui-là, on va pas pouvoir le voir vu qu'il y a un nid de frelons européen, mais je suis sûr que dans celui-là, il y a eu des oiseaux. Je les ai filmés faire les allers-retours, donc c'est qu'ils ont niché. C'est qu'ils ont eu des oisillons. Je suis persuadé que là-bas, oui, on en aura. Et maintenant qu'ils ont été utilisés, hein, même s'il n'y a pas eu d'oiseaux, je vais devoir les prendre. Vider tout ce qu'il y a dedans. Bon, puis bah ceux-là, de toute façon, il n'y a rien que je peux en faire, malheureusement. Il y en avait un ou deux? Oui, il y en avait deux. C'est vraiment de la bonne construction quand même, parce que le nid qu'ils ont fait les oiseaux, bah, il reste de la forme qu'ils l'ont fait en fait. C'est vraiment de la bonne construction, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Par contre, je vois que dans le nid, il y a de la sorte de ficelle bleue. Donc ils ont récupéré de la ficelle bleue, on dirait de la ficelle à paille, à botte de paille. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est dommage pour les oiseaux, quoi. J'aurais peut-être dû plus réfléchir pour comment les mettre plus à l'ombre. Peut-être que cette année, je les mettrai même dans les fruitiers. Ce sera plus simple et ils seront directement en contact des insectes qu'on veut, entre guillemets, éradiquer. Et celui-là, c'est vraiment le nid qui nous aura posé problème. Enfin, le nichoir qui nous aura posé problème. C'est celui qui était tombé. Celui où il y a eu les oiseaux, puis après il n'y a plus eu les oiseaux, puis ensuite il y a eu les oiseaux. Et cette nuit, quand la nuit sera tombée, on viendra avec mon père et on ira leur bomber la gueule. Leur bomber la gueule et trouver un truc pour venir et bloquer l'entrée. Bon après, sinon, moi ce que je fais, hein, je range tout, je me mets là, à cul, sur le quad, et je me barre à fond la caisse. Ouais, c'est faisable. C'est risqué. C'est risqué. Mais faisable. Faut savoir que il ne faut absolument jamais de la vie toucher des nids de bêtes féroces qui piquent. Parce qu'ils aiment pas ça. Et quand ils aiment pas ça, ils piquent. Et quand ils piquent, c'est pas bon. Enfin bon, bref. Moi, je vous reprends ce soir. Parce que là, il va y avoir du sport. Ça va tabasser. Recouvre le nid de guêpe. Ah oui. Ah bah. D'une pellicule asphyxiante. Bon, à la limite, oui, ça on pourra en mettre sur le nid là, mais... Faut pas la faire marcher à l'envers, non? Non, non. Il y a la mouche, j'avais dit, il faut mettre les bouteilles à l'envers. Maintenez l'aérosol en position verticale. Donc après, ça limite, on pourra en foutre sur celui à l'intérieur, vu que c'est de la mousse. Là, à l'intérieur. Ah oui, mais si c'est au-dessus, de la roche. Bah, moi en tout cas, je les ai plus vus rentrer par l'entrée là. Quand tu vas mettre là sur le... Ouais, ouais. Tu le fais ou je le fais? Oh bah, on va avec c'est... Bah, c'est pratique, hein. Tu parles. Ah bah si ça fait ça, à la limite... Oui, ils disent par pression brève. Ah oui. Oh bah, alors. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie?
Bon, attends, on va refermer avant qu'elle s'aperçoive qu'il y a quelque chose qui va pas. À la limite, ça se fait de mettre un coup comme ça à longue distance, non? Mais tu pourras pas y aller, là. Ça va retomber avant d'arriver au nid. Bah... Quelle distance qu'ils disent? Ouais, je sais pas si ça va marcher, mais... Il faut essayer de là. Tu veux... Relève bien, à mon avis. Hein. Ok. Ok. Ça, c'était du sniping. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dedans. Ouais, mais après, ça va les asphyxier à l'intérieur aussi. Oui, mais ceux qui viennent devant, il y en a un qui tourne. Ouais. Ça lui fera rien, lui. Il est à talon. Mais leurs visions sont basées sur le mouvement. Demain, je vais revenir, il y aura un gigantesque trou, ils auront creusé à travers. C'est de l'insecticide, ils peuvent pas. Bah, je sais pas, c'est pas écrit que c'est de l'insecticide, ils disent que c'est un truc qui asphyxie le nid. Ah, parce qu'il est bloqué. Ah, bah oui, donc ceux qui sont dedans, quoi. C'est un peu nul, là. Encore à voir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu as aimé, tu peux mettre un like et t'abonner. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir si le traitement a marché. Et peut-être pour faire un peu de biologie. Allez, à la semaine prochaine.